Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission Question de comprendre qui porte aujourd'hui sur le phénomène de la corruption au Burkina Faso, de l'état des lieux et des dispositifs de la lutte. Sur certains plans, notre pays a fait des efforts qui sont diversement appréciés effectivement, mais qui sont tout de même visibles, comme la loi CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso, modifiée par la loi 033-2018 du 26 juillet qui institue la déclaration électronique. Il faut également dire qu'il y a eu la loi organique CNT du 24 novembre 2015 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption. Il y a aussi un autre mécanisme, c'est la loi du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée. Et pour terminer, la loi du 31 mai 2018 portant code pénal. Mais est-ce que tout ce mécanisme juridique, tout cet arsenal est à même de contribuer à lutter efficacement contre la corruption? Naturellement, ce n'est pas évident. Et c'est pour effectivement en parler que nous recevons pour vous nos invités que sont Monsieur Philippe Néry-Couton-Nignon. Il est conseiller à la Cour des comptes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avec nous ce soir, le contrôleur général d'État en personne, donc Luc Marius Ibriga. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre présent à notre invitation. Avec nous également le secrétaire exécutif du RENLAC, Monsieur Sagdo Nakanabo. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Merci à tous d'être venus. Vous qui nous suivez également, sachez que vous êtes sur la télévision True TV, le numéro 254 du bouquet Canal+, c'est le code d'accès, et c'est sur également le multiplex la TNT du Burkina Faso. C'est avec plaisir que je présente cette émission avec l'ensemble de nos invités et nous disons encore merci de nous suivre. Alors pour commencer, nous allons faire connaissance avec les différentes institutions. On parle de la Cour des comptes, on parle de la CELC. Qu'est-ce que c'est? Nous allons comprendre qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux corps de contrôle avant véritablement de commencer cette émission. Alors je vais commencer par M. Ibriga. On entend parler de la CELC, on vous appelle le contrôleur d'État, contrôleur général d'État. La différence avec la Cour des comptes, c'est quoi? Bon, disons pour simplifier que la différence entre la Cour des comptes et nous, c'est que nous relevons du contrôle administratif, alors que la Cour des comptes relève du contrôle juridictionnel à l'état actuel. D'accord. Et donc, deuxième différence, c'est que nous sommes plus orientés vers le contrôle interne, alors que la Cour des comptes est celle qui tient le contrôle externe. Et pour parachever le tout, la Cour des comptes, c'est elle qui est la structure, l'institution supérieure de contrôle au Burkina Faso. Alors que nous restons au niveau interne, et c'est la Cour des comptes qui est notre représentant auprès des institutions africaines de contrôle et au niveau international. Donc c'est-à-dire que vous travaillez sous la Cour des comptes. Nous sommes contrôlés par la Cour des comptes. D'accord. Alors, il dit contrôle juridictionnel, contrôle administratif, contrôle interne, contrôle externe. C'est très technique pour certains. Monsieur Nignon. Ok, merci bien. Pour ce qui concerne donc le contrôle externe, c'est le contrôle qui est exercé par un organe de contrôle complètement externe donc à l'administration publique. Ça veut dire que quand on prend la hiérarchie administrative, elle n'est rattachée à aucune autorité administrative. Et c'est de là même que découle l'indépendance donc de l'institution. Le fait qu'elle n'ait pas de compte à rendre à une autorité administrative, le fait qu'elle est externe complètement à l'administration, elle exerce pleinement ses missions de contrôle sur l'administration. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà, tout ce que ça veut dire. Maintenant, pour ce qui concerne donc la mission contrôle juridictionnel, c'est vraiment le jugement des comptes de gestion des comptables, le jugement des fautes de gestion, le jugement donc des gestions de fait. Il y a des activités non juridictionnelles, telles que les audits, le contrôle de l'administration publique, l'évaluation des politiques publiques, la certification des comptes. Et il y a aussi des missions informatives à travers les rapports que la Cour publie.
D'accord. Alors, mais on a l'impression d'entendre plus la SELC que la Cour des comptes ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Non, la Cour est une juridiction et d'habitude les juridictions travaillent mais ne se montrent pas. C'est à travers le résultat qui est produit. D'accord. Alors, monsieur Nakanabo, vous êtes au niveau du RENLAC, vous suivez tout ça. Est-ce que c'est facile dans le cadre pour la compréhension des citoyens des deux structures qui travaillent apparemment sur les mêmes champs? Bon, je ne sais pas s'ils travaillent sur les mêmes champs. Bon, mais ce qui est certain, nous essayons de collaborer avec les deux structures, mais de par notre rôle qui est de veiller sur la corruption, nous travaillons beaucoup plus avec la SE dont le champ, une partie du champ concerne directement la corruption, alors que la Cour des comptes, c'est tous les comptes. C'est tous les comptes, pas forcément la corruption. Voilà. D'accord. Alors, je rappelle que cette émission se tient au moment où il y a l'atelier d'adoption du rapport d'auto-évaluation du Burkina Faso sur la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Et donc, c'est une rencontre d'auto-évaluation. Comment est-ce que ça marche, cette auto-évaluation? Comment est-ce que ça se passe? Et que vont dire ceux qui viennent participer à cet atelier sur le Burkina Faso? Cette auto-évaluation est un processus qui a déjà commencé par la mise en place d'un groupe de travail dont les personnes venaient du secteur public, du secteur privé, de la société civile, qui, sur la base d'un questionnaire que le Conseil consultatif de l'Union africaine a envoyé au Burkina Faso, ont tenté de répondre à ces interrogations pour savoir si le Burkina Faso était conforme aux dispositions de la Convention. Et donc, c'est ce travail-là qui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, va être examiné par un public plus large, venant de l'ensemble des secteur de l'administration, du secteur privé et de la société civile, pour voir est-ce que les réponses qu'ils ont apportées, est-ce que ces réponses-là sont fidèles, précises et rigoureuses. Parce que après, ce rapport, s'il est validé, il sera envoyé au Conseil consultatif de l'Union africaine, qui va l'examiner avant de venir sur le terrain pour voir est-ce que ce que nous avons dit dans notre rapport, est-ce que c'est la réalité. Donc actuellement c'est une sorte d'auto-évaluation à l'adresse du conseil consultatif, mais il y aura l'évaluation même qui sera faite par le conseil consultatif sur place quand il va venir lors de la visite pays. Alors il y a déjà de bons points et des points qui ne sont pas reluisants pour nous, comme par exemple l'accès à l'information qui peut jouer en notre défaveur, en défaveur du Burkina Faso. Oui, parce que c'est une des questions fondamentales qui a été posée. Nous avons fait un pas, mais nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas transformé l'essai. Nous avons fait un pas dans la mesure où nous avons adopté la loi. Mais la structure tendant à gérer cet accès à l'information et les décrets d'application qui doivent être pris dans ce domaine n'ont pas été pris. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire vous avez une loi, mais cette loi n'est pas complète. Comme je disais tout à l'heure, si vous voulez anesthésier une loi, mais ne prenez pas le décret d'application, la loi ne peut pas être exploitée. La preuve, c'est que vous, journalistes, vous ne pouvez pas vous prévaloir de cette loi pour avoir accès à des informations, parce qu'il y a un décret d'application qui va fixer les conditions dans lesquelles vous pourrez l'exploiter. Ce qui n'est pas encore fait. En ne prenant pas le décret d'application, on anesthésie la loi. D'accord. Alors, je rappelle à ceux qui nous suivent et à celles qui nous suivent que le thème sur lequel nous nous penchons aujourd'hui, c'est le phénomène de la corruption au Burkina Faso, état des lieux et dispositifs de la lutte. Alors, monsieur Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du RENLAC, la situation au niveau du Burkina Faso sur la lutte contre la corruption, vous êtes dans le combat depuis des années. Alors aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train de faire l'état des lieux et les dispositifs de lutte? Est-ce qu'à votre niveau, il y a des motifs de satisfaction par rapport à la situation de façon générale? Non, je dirais vraiment non. Nous n'avons
pas de motif de satisfaction. Le seul motif, si on peut dire que c'est un motif de satisfaction, c'est que la loi anticorruption a été adoptée en 2015 et normalement cette loi ouvre la porte à une lutte efficace contre la corruption. Mais malheureusement, comme disait le contrôleur tout à l'heure, lorsque cette loi n'est pas mise en œuvre ou est insuffisamment mise en œuvre, bon, au niveau du pays, on ne peut pas progresser. Mais ce n'est pas la seule loi, il y a d'autres lois qui ont été adoptées. J'ai rappelé certaines dispositions, par exemple l'institution des pôles judiciaires spécialisés. C'est déjà des avancées aussi, en plus de celle de 2015. Oui, non, ces pôles judiciaires existent, mais nous, on est insatisfait, puisque vous avez demandé si j'étais satisfait. Bon. Vous avez dit que le seul point de satisfaction, c'est l'adoption de la loi en 2015. Non, ça s'arrête là. Non, bon, si je dis le seul, c'est abusif. Sinon, il y a d'autres lois comme celle sur l'institutionnalisation de l'ASE qui a été faite même à notre demande express. Donc, bon, si c'est comme ça, on peut dire qu'on est satisfait, mais par rapport à la lutte contre la corruption, qui est notre objet principal, je ne peux pas dire que nous sommes satisfaits, parce que nous ne sommes pas vraiment, nous ne voyons pas l'entrée du tunnel. Alors, de l'état des lieux, Monsieur Nyon de la Cour des comptes, si on vous demande de l'état des lieux en plus des mécanismes, je dis que j'ai rappelé, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui... par rapport à la lutte contre la corruption au Burkina Faso qui puisse contribuer à ce qu'on dise que bon, il y a un élan qui est bien pris. Ok, merci bien. Je crois qu'en matière donc de lutte contre la corruption, d'abord il faut voir le côté la réglementation. Est-ce que le cadre juridique est suffisant pour assurer une lutte contre la corruption? Je crois que la loi anticorruption a été adoptée. À côté de la loi anticorruption, la structure qui doit porter la mise en œuvre de la loi telle que l'ASE a été mise en place, ça c'est effectif. Maintenant, quand on lit la loi sur l'ASE, il y a une série de textes qui doivent être pris. Voilà, donc ces textes, à la date d'aujourd'hui, je crois que le Conseil des ministres du 9 septembre a adopté deux décrets qui touchent simplement le côté indiciaire et le côté indemnitaire. Mais le côté opérationnel reste toujours en attente. Alors que c'est vraiment véritablement ce dispositif-là qui doit permettre à l'ASE de rentrer dans ses attributions. Et je prends l'exemple de la question de l'organisation. La loi sur l'ASE prévoit des départements. Mais actuellement, en l'absence de texte d'application, je ne pense pas que ces départements actuellement au niveau de l'ASE sont effectifs avec des responsables nommés, d'autant plus qu'il faut un acte qui porte organisation des départements. Il faut encore nommer des chefs de département pour que l'entité puisse rentrer dans ses attributions. Donc c'est entre autres dispositions qui peuvent être soulevées. Naturellement, il y a la question de la déclaration d'intérêt de patrimoine. Toutes ces questions-là, c'est vraiment des questions qui sont indispensables si on veut se mettre dans le dispositif de lutte contre la corruption. D'accord. Alors, comme vous êtes là, M. Ibriga, qu'est-ce qui vous manque pour être opérationnel, comme on le dit? Ce qui nous manque pour être opérationnel, c'est l'adoption des décrets d'application qui sont prévus par la loi 082. Nous avons introduit 7 décrets et donc à la date d'aujourd'hui on a 2 qui ont été adoptés et donc il reste encore 5 à 6 décrets. Je vous donne un exemple. Par exemple, la loi 082 met en place un conseil d'orientation constitué de 9 membres, 3 venant du secteur public, 3 venant du secteur privé, 3 de la société civile. Et donc cette structure travaille comme si c'était le conseil d'administration de l'ASE. Les gars, ils ont tenu en 2018, en 2019 et en 2020, ils ont tenu des sessions. Mais jusqu'à présent, puisque le décret portant indemnité de session n'a pas encore été adopté, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas leur servir leurs indemnités. Et
ce qui est encore cocasse, c'est que des gens ont été élus au conseil d'orientation, ont siégé 2 ans, sont sortis. Leur mandat est fini. Leur mandat est fini sans qu'il n'ait quelque chose. La même chose pour ce qui concerne l'organisation. Nous avons été obligés d'anticiper. Depuis 2 ans, nous avons anticipé pour mettre en place les départements tels que la loi organique le prévoit. Mais le problème, c'est que ceux qui sont nommés, ils sont nommés par intérim. Les chefs de département, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont chefs de département, parce que si je dis qu'il est chef de département, il faut tirer les conséquences. Alors que la loi, sur le plan indiciaire, les indemnités n'étaient pas encore adoptées, vous ne pouvez rien prévoir là-dessus. Donc actuellement, par exemple, nous avons un contrôleur général d'État intérimaire, nous avons au moins les 5 chefs de département, il y en a 3 qui sont intérimaires. Et donc, ça fait que par rapport au fonctionnement, on ne peut pas véritablement caler les gens pour véritablement planifier notre organisation. Devons-nous comprendre que vous-même vous êtes intérimaire? Oui, je suis, puisque actuellement, le texte normalement qui porte le contrôleur général d'État, ce texte n'est plus valable, puisque les textes actuels disent que le contrôleur général d'État est désigné par appel à candidature. Il n'est plus nommé. Or, ce décret-là aussi, ce projet de décret que nous avons introduit, il n'est pas encore adopté. Le projet de décret portant modalité de désignation du contrôleur général d'État, s'il était désigné, on devait le mettre en œuvre et en ce moment, on appliquerait. Parce que pour ma part, je suis arrivé au terme de ce que prévoit la nouvelle loi. J'ai déjà fait près de 5 ans. Donc normalement, je ne suis pas éligible. Contrairement à ce qu'on peut expliquer que si une nouvelle loi vient, donc on remet les compteurs à 0 et on repart. Non. Là, il faudrait que cette disposition soit adoptée pour qu'on puisse désigner un nouveau contrôleur d'État, pour que vraiment l'ASE-LC puisse être totalement opérationnel. Et nous espérons, comme cela a commencé, nous espérons que l'année 2020 va être l'année de la concrétisation et qu'en 2021, la SELC pourra vraiment être totalement opérationnelle. Parce que tant au plan du recrutement du personnel, on ne peut pas le faire, parce que les gens ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés. Et deuxièmement, au plan des moyens, parce que quand on regarde ce que la loi prévoit, la SE, quand elle va atteindre sa vitesse de croisière, ce n'est pas un édifice d'une centaine de personnes, de presque 200 personnes qui vont y travailler. Et donc, ça demande véritablement que l'on prenne les décrets d'application pour donner pleine mesure. Ce d'autant plus que le texte de l'ASE-LC est prisé par l'ONUDC qui le vante partout. Et plusieurs fois, nous avons été invités à aller présenter l'ASE-LC ailleurs. Mais maintenant, quand on vient vous demander... Vous avez cité un organisme l'AUDC. L'ONUDC. C'est l'ONUDC. Okay. Ouais, c'est l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre la corruption et la drogue. Et plusieurs fois, à Vienne, et tout récemment, même dans le cadre d'une conférence virtuelle, on nous a demandé de présenter la SELC parce que pour eux, c'est l'un des exemples qui respectent les principes de Jakarta. Mais quand vous présentez et que vous devez ensuite faire les limites pour dire que les décrets d'application ne sont pas pris, en ce moment, ça ne fait pas bien. En tout cas, si ceux qui vous invitent savent que vous êtes en transition, ce n'est pas évident. Ah oui, voilà. Alors, au niveau du RENLAC, vous suivez toutes ces choses-là de près. Il y a tout l'appareil, il n'est pas encore opérationnel. Cela ne facilite pas effectivement les choses. Le regard des organisations de la société civile, est-ce que vous avez des explications sur pourquoi est-ce que la machine tarde à prendre? Manque de volonté politique ou bien les uns et les autres craignent une machine à un moment donné qui va être imparable dans le cadre de la lutte contre la corruption? Oui, peut-être les deux. C'est-à-dire que
nous travaillons aujourd'hui avec l'ASE et nous voyons tout ce qui manque à l'ASE pour être efficace. Même pour simplement suivre la déclaration d'intérêt de patrimoine, ce n'est pas cet effectif réduit là qui peut faire. Même pour contrôler seulement la véracité de ces déclarations-là, ils n'ont pas les moyens pour le faire. Oui, puisque après la déclaration, il y a un contrôle qui doit être fait. Normalement, on doit pouvoir certifier que ce que M. Intel a déclaré comme bien, c'est vraiment correct. Et ou alors dire, lui, il a fait une mauvaise déclaration, il faut le poursuivre. Aujourd'hui, la SE, aussi bien humainement que financièrement, il ne peut pas faire. Et nous, on essaie de bousculer. Si vous remarquez, chaque fois dans les rapports du RENLAC, on demande ceci pour la SE. Certains même se demandent, mais pourquoi tout le temps le RENLAC demande opérationnalisation de l'ASE, on dirait qu'il s'occupe de quelque chose qui ne les regarde pas. C'est tout simplement parce que dans le partenariat que nous avons avec l'ASE, si l'ASE ne peut pas travailler, nous ne pouvons pas travailler. Parce qu'il y a des dossiers, et ils peuvent contrôler les comptes. Mais nous, on ne peut pas aller dans un service pour contrôler les gens. La Cour des comptes peut contrôler, mais nous, on ne peut pas aller contrôler. Mais en quoi est-ce que ça vous arrange s'ils sont opérationnels? S'ils sont opérationnels, quelqu'un nous amène un dossier qui nécessite un contrôle, je ne vais pas aller très loin. Tout dernièrement, il y a une mairie qui vient nous déposer une plainte, mairie de Kando, je peux citer parce que le dossier a été traité, et ils nous disent, bon, vraiment, ils ont un problème. Nous, on a regardé, ce problème de lotissement-là, c'est bien que vous nous le présentez, mais on va négocier avec l'ASE et ils sont plus habilités que nous pour venir vérifier si ce que le maire fait est correct ou pas. Si ce n'est pas correct, eux, ils peuvent engager une procédure pour chercher la solution. Mais nous, c'est la veille, on peut veiller, trouver que ce n'est pas bien, mais bon, on est bien limité, quoi. Donc, de ce côté-là, je pense, le budget, légalement, l'ASE a droit à un budget qui doit être 0,1% du budget de l'État. C'est ce que la loi dit. Mais les gens ont trouvé que c'est trop. Bon, effectivement, si on veut limiter l'ASE, c'est trop. Mais si on veut que l'ASE déploie ses attributions, on se rendra compte que c'est pas trop. Aujourd'hui, il y a des gens même qui ont été admis à recrutement à l'ASE, ils ne sont jamais allés. Parce que ça ne sert à rien d'aller, tu ne sais pas combien tu seras payé. Il y a des gens qui ont travaillé là-bas à la retraite. En tout cas, j'en connais. Ils ont travaillé, ils sont partis à la retraite. Bon, je ne vais pas dire c'est bonus, mais bon. Ils n'ont pas eu le traitement qui devait être le leur. Donc, pour tout ça, en tout cas, nous, c'est pas un soutien aveugle, mais nous, on pense qu'il faut que l'État permette à cette structure de contrôle-là d'être efficace. Parce que nous avons vu des structures similaires ailleurs, comme au Rwanda, qui sont efficaces. Et si l'ASE était comme celle que nous avons vue au Rwanda, ça allait impacter beaucoup sur la lutte contre la corruption. Mais s'ils restent comme ça, bon, ils auront peut-être un grand nom, mais avec un petit effet. Alors, au niveau de la Cour des comptes, vous suivez ces choses-là de près. Alors, à entendre le contrôleur, c'est très difficile d'être opérationnel dans ces conditions. En plus de ce qu'ils ont donné, qu'est-ce que cela a comme incidence dans la lutte contre la corruption? Voilà, c'est peut-être la vie personnelle. Hein? Oui, allez-y. Voilà, donc en réalité, le socle et l'efficacité d'une structure de contrôle dépend du statut du personnel, dépend du volet financier. Voilà, pour dire qu'une structure de contrôle est indépendante et peut bien faire le travail pour lequel elle a été mise en place, c'est le côté sécurisation du personnel à travers un statut du personnel adéquat, de sorte à attirer les bons profils pour le contrôle. Quand on prend au niveau de l'ASE, tel que je connais un peu la composition à travers les contrôleurs d'État qui y sont, ce sont des financiers exclusivement et quelques emplois spécifiques d'autres ministères. À la date d'aujourd'hui, ce n'est pas pertinent pour une structure de contrôle. Ah ouais. Nous devons ouvrir vers d'autres types de compétences qui peuvent accompagner dans l'exercice des missions d'audit et de contrôle.
Quand on prend une mission de l'ASE qui va vérifier peut-être un bâtiment ou un pont qui a cédé, c'est pas des questions budgétaires, c'est pas des questions de comptabilité, c'est des questions techniques pouvant être conduites ou appuyées par peut-être un ingénieur de pont et chaussée. Alors que le statut actuel, tel que je le connais, ne permet pas cela. Même si le statut le permettait, c'est une question de motivation. Et là, c'est la question financière. Oui. Une institution de contrôle doit nécessairement avoir des moyens financiers conséquents pour le contrôle. Et quand je prends l'hypothèse donc de l'ASE, la loi effectivement prévoit 0,1% du budget, mais en réalité, c'est le processus d'adoption même du budget qui peut être critiqué. Une structure, comme l'a dit M. le contrôleur général d'État, une structure de contrôle supérieur de l'ordre administratif, en principe, doit avoir ce qu'on appelle deux types de budget. Un budget pour le fonctionnement normal de l'institution, le personnel, le carburant, tout ce qui est fonctionnement. Et un budget pour le contrôle. Et à mon sens, le budget de fonctionnement normal là, ça peut suivre le circuit normal d'exécution, d'adoption du budget à travers des concertations du ministère en charge des finances, ensuite adoption, assemblée. Mais pour ce qui concerne le budget de contrôle, c'est ça véritablement l'indépendance de l'institution. Ce budget de contrôle doit être, à mon sens, discuté directement avec l'Assemblée nationale. Discuter directement avec la CONFIB, arrêter avec la CONFIB selon un programme de contrôle validé. Et là, vous allez voir un peu l'implication par la suite. Et lorsque ce budget est adopté par la CONFIB, elle doit être envoyée au ministère des Finances pour insertion dans le budget. Ça se fait pour d'autres types d'institutions. Ça doit être en mesure, on doit être en mesure de le faire et pour l'ASE et pour la Cour des comptes. Mais quelle est cette implication dont je parle? Ça veut dire que maintenant, une fois que ce budget est accepté par la CONFIB, l'Assemblée nationale, l'ASE a un devoir de reddition des comptes vis-à-vis de la CONFIB. Je vous apporte au plan de contrôle de l'exercice suivant. Vous n'allez pas l'adopter tel que je vous le présente. Vous allez l'adopter en prenant en compte les performances qui ont été atteintes. Donc voici un peu les éléments, mais tant qu'on ne va pas passer le cap et adopter une certaine logique dans la gestion, surtout des structures de contrôle, à mon sens, c'est pas du tout évident que nos structures de contrôle soient indépendantes. Et là, ce n'est vraiment pas l'avis de la Cour, c'est vraiment l'avis de l'auditeur que je suis. D'accord. Alors, vous avez écouté l'auditeur, M. Nyon, donc des ressources financières conséquentes, une ressource humaine également qualifiée, mais il dit qu'il y a deux sortes de budget, donc communément le fonds de roulement et puis bon, les autres pour vraiment le contrôle. Mais est-ce qu'aujourd'hui ces questions budgétaires sont réglées, même si sur le plan des décrets, il y a des décrets qui tardent à venir, et que vous avez suffisamment de ressources par rapport à la situation? Non, sur le plan budgétaire, non, parce que, et d'ailleurs, rien que hier, nous étions devant la CONFIB pour discuter de notre budget, et nous faisions la proposition en leur disant, si nous ne pouvons pas avoir les 0,1%, au moins il faut une allocation spécifique pour le fonds d'intervention de la SELC qui est notre outil pour faire les contrôles. En leur expliquant par exemple que cette année, pour l'exercice 2021, quand nous avons préparé notre budget, les besoins exprimés par les 5 départements s'élèvent à 1,151 milliard et quelques. Les 5 départements. Les 5 départements. Et vous savez combien nous avons pour le fonds d'intervention pour 2021? Non. 200 millions. Non, même pas la moitié. Voilà. Donc, alors que, alors que nous disions en 2016, nous avions plaidé notre cause et nous avions été entendus, on avait un budget qui était aux environs de 350 à 400 millions pour le fonds d'intervention uniquement. Mais on est revenu à un système, ça veut dire que vous défalquez le fonctionnement et tout, et ce qui reste, c'est ça qui va constituer le fonds d'intervention. Et hier,
avec les députés de la Confib, on est tombé d'accord que ce n'est plus acceptable. La question avait été soulevée l'année dernière d'autonomiser le mode d'adoption de notre budget, et donc c'est revenu cette année parce que normalement ça viole un principe fondamental même, à savoir que nul ne peut être juge et parti. Vous ne pouvez pas voter mon budget alors que ce budget est chargé de vous contrôler. Et donc, ce faisant, nous espérons que dans les exercices à venir, on pourra véritablement le faire. Et c'est ce qui avait été prévu dans le cadre de la loi organique 082. Quand la loi a mis en place le conseil d'orientation, le but du conseil d'orientation, c'était d'adopter le budget de la SELC. Tout à fait. Et ensuite, ce budget était transmis directement à l'Assemblée nationale. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu. Cette année, nous avons alerté les membres du conseil d'orientation pour leur dire, bon, nous allons préparer le budget et vous donner. Et au dernier moment, on nous dit, bon, vous avez une enveloppe de temps, donc il faut répartir ça. Et vous devez passer à telle date devant l'arbitrage au niveau du ministère des Finances. Et donc, en ce moment, que faire? Est-ce qu'il fallait encore convoquer les membres du conseil d'orientation? Non. Oui. Parce que les convoquer, c'est les mettre devant, les informer, voilà le budget qu'on nous a donné. Sinon, il n'y avait pas autre chose à faire. Donc, ça veut dire que véritablement, l'ensemble de l'opérationnalisation du système qui a été conçu avec la loi 082 n'est pas encore en vigueur. Alors, mais est-ce qu'en face, il y a eu une explication qui vous a été donnée par rapport au fait que les choses traînent? Est-ce qu'il y a une explication qui vous a été clairement donnée? Non, puisque nous avons introduit les projets de décret. Depuis 2017, ça nous est revenu, on a modifié, on a travaillé avec le ministère de la fonction publique, avec le ministère de l'économie et des finances. On a réintroduit en novembre 2018. Et là, ça a traîné. Bon, il y a des arguties juridiques, il y a des choses qui sont envoyées pour dire, bon, il y a parfois certaines réactions qui nous dressent les poils quand on lit dans des rapports de certains conseillers, oui, ce sont des lois pour lesquelles on a profité du temps de la transition pour rédiger des lois et tout ça. Ça, c'est vrai. Alors que c'est une loi organique qui est au-dessus des lois ordinaires, et on veut que la loi ordinaire prime sur la loi organique. Quand même, c'est pas possible. Si on veut pas, ça c'est passé devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a validé. Si on ne veut pas de cette loi, que l'on retourne devant l'Assemblée nationale et qu'on dise qu'on ne la veut pas. Mais comme on sait que dans l'opinion, et aujourd'hui, il serait difficile de revenir sur cette loi, on use d'arguties juridiques pour dire que... Alors, par exemple, pour l'organisation, la loi organique fixe les départements, mais ne rentre pas dans le détail de leur organisation. Nous avons proposé un projet de décret portant organigramme de la SELC et fonctionnement. On nous dit non, c'est pas possible, que la loi n'ayant pas dit qu'il faut un décret, donc on ne peut pas prendre un décret. Je ne sais pas comment on peut raisonner comme ça en tant que juriste. Parce que là où la loi n'interdit pas, on interdit. On dit qu'il faut que la loi dise clairement qu'il faut un décret pour qu'on prenne un décret. Non. C'est si la loi avait dit qu'il ne fallait pas un décret que, bon, on ne peut pas prendre de décret. Donc, ce sont des choses comme ça qui ont bloqué le travail. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y avait des aspects financiers. Et quand on veut attirer les meilleurs profils, et c'est dit dans la loi 082, vous ne pouvez pas servir aux gens des traitements qui... Aujourd'hui, nous ne pouvons pas recruter de magistrats, nous ne pouvons pas recruter de gendarmes, nous ne pouvons pas recruter d'experts comptables, nous ne pouvons pas recruter, nous ne parlons pas des gens des ponts et chaussées, et même des experts immobiliers, parce que dans le cadre de la déclaration d'intérêt des patrimoines, il faut que nous ayons vérifié si la déclaration est exacte ou pas, estimer
la valeur immobilière des maisons, nous ne pouvons pas le faire. En tout cas, dans les déclarations, il y en a qui disent que c'est une maison de 20 millions, c'est une maison de 10 millions, sans que véritablement on ait la certitude que c'est ça. C'est ça. Et le travail que nous avons fait simplement pour aller vérifier 2 maisons dans le cadre du délit d'apparence, ça nous a coûté au moins plus de 15 millions. Alors vous vous imaginez, si nous devons vérifier les différentes déclarations sans avoir en notre sein des experts immobiliers, si nous devons aller chaque fois prendre des experts pour aller le faire, on ne pourra pas fonctionner. Oui, alors que la liste des personnalités burkinabées qui doivent déclarer, elle est longue. Elle est longue. Déjà, c'est des milliers, voilà. C'est des milliers, oui, effectivement. Et ça, et voilà pourquoi on pousse aussi à ce que nous puissions avoir un cadastre fiscal et tout ça pour nous aider dans la vérification. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vous déclare j'ai 2 parcelles, mais comment vous pourrez savoir s'il a plusieurs parcelles si ce n'est pas par une voie de dénonciation? D'accord. Alors, Monsieur Nakanabo, quand on regarde l'appareillage, est-ce qu'on peut conclure que l'appareil est bien? Ce sont des autres éléments pour faire fonctionner. Je veux dire le squelette. Si on regarde le squelette, si on s'en tient au squelette, on se dit que si tout le mécanisme est mis en œuvre, ça peut aller. Ou bien déjà, au niveau squelette, il y a des difficultés aussi. Non. Je ne sais pas si... Pour parler du squelette, vous parlez des dispositions juridiques. Voilà, dispositions, oui, tout à fait. On a... En tout cas, les lois telles qu'on les a là, moi j'allais dire que c'est bien. Il y a même certains qui ont qualifié la loi pour prévenir la corruption là comme étant une loi révolutionnaire. C'est bien. Mais c'est comme un couteau. Un couteau peut être tranchant, mais il faut couper la viande pour savoir si c'est tranchant ou pas. Donc le dispositif, je ne vais pas dire qu'il est parfait, mais je pense qu'il est bien. Mais inappliqué, bon, c'est comme si j'appréciais subjectivement. Parce que je dis bien pourquoi, alors qu'il ne fait pas ses preuves. Mais véritablement, si ce dispositif juridique là est mis en œuvre, tel que les pôles judiciaires là, ça allait être bien, mais nous on a dit les pôles judiciaires, nous on avait vu ça comme étant des structures juridiques vraiment indépendantes qui n'ont que des dossiers de crimes économiques qu'ils vont juger. Or aujourd'hui, on nomme 2 ou 3 magistrats au pôle économique et ils vont passer toute l'année à juger le train-train quotidien, les affaires courantes. Ils n'ont même pas le temps même. Et ils n'ont pas les moyens d'investiguer sur les crimes économiques. Donc le dispositif, très joli, mais comme dirait l'autre, l'enfant est beau, mais il est aveugle. Alors donc, est-ce qu'il faut comprendre que c'est un mauvais procès que les citoyens profèrent souvent à la SELC en disant que fait Luc Marius Ibriga et ses camarades, que fait la SELC, qu'est-ce qui se passe alors qu'ils ont suffisamment de moyens? Pourtant, ça ne semble pas être le cas. Nous, mais souvent certaines personnes, quand ils viennent à nous, on leur dit d'aller à la SE. Ah non, si c'est là-bas, ils ne vont rien faire. C'est réel ce que vous dites. Parce que la SE, avec les moyens qu'il a évoqués tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec 200 millions. Hein. Et comme budget de l'année, moi, je ne sais pas. C'est la même. Parce que j'ai l'impression que nous-mêmes, on risque d'avoir des budgets plus que quoi. Alors que là, non, c'est pas normal. C'est comme si le décideur voulait d'une chose et son contraire. Vous voulez une ASE, à moins que ça ne soit une fausse volonté politique qu'on veut afficher pour plaire au plan international, mais en dessous, on ne veut pas que ça soit fait. Si c'est comme ça, on peut comprendre. Sinon, si c'est pas comme ça, les gens devraient revoir leur copie et permettre à l'ASE de recruter des gens qui peuvent faire le travail de contrôle d'État. Entre-temps, on avait parlé même de récupération des biens mal acquis. Mais si vous évaluez
il y a un spécialiste qui nous a dit que si nous on veut récupérer des biens mal acquis, les moyens que nous on va investir là, ce n'est même pas sûr que les biens que nous cherchons à récupérer là même valent les moyens que nous voulons, que nous allons payer. Donc ça demande de l'argent pour faire ce travail. Beaucoup d'argent, puisque c'est des experts et puis il y a à la limite il y a des règles qu'il faut transgresser. Et pour pouvoir transgresser ça, il faut des gens qui sont des spécialistes, des baroudeurs qui peuvent aller fuiner là où il ne faut pas aller. Et les banquiers, vous savez, le dispositif international, hein, c'est protégé. Il faut des gens qui savent où passer pour déjouer ces protections-là, avoir ces biens-là, puisqu'ils ne sont pas visibles comme ça. Pour pouvoir les récupérer, il faut d'abord les identifier. Et savoir que derrière tel bien se cache telle personnalité. Oui. Et il a parlé tout de suite du foncier. Vous savez, au Burkina, il y a des gens qui ont des centaines, d'autres même pensent à des milliers de parcelles. Il y a d'autres même qui ne vivent que de la vente seulement de leurs parcelles, tellement qu'ils en ont. Par contre, il y a d'autres qui ne... Voilà. D'accord. Alors, M. Nion, vous avez écouté, je vous passe la parole. Ok, merci. Bon, moi, pour l'attelage actuel, tel que je la conçois, c'est vraiment les textes d'application. Ensuite, seulement la loi ASE, la loi anticorruption, c'est pas suffisant à mon sens. C'est pas suffisant. En amont, il y a des dispositifs à prendre. Pour lutter contre la corruption, il faut revoir le système de contrôle interne. Parce que lorsqu'il y a un acte de corruption, il y a une faille dans le dispositif, forcée. Donc la faille dans le dispositif peut être décelée, peut être évitée lorsqu'on a en amont un système de contrôle interne efficace, qui permet justement de dissuader l'agent qui se prête à ces pratiques. Parce que dissuader, pourquoi? Lorsque l'agent veut passer à l'acte, il se dit que le système va me repérer. Et vous connaissez qu'en matière donc de délinquance, lorsque le délinquant sait qu'il sera repéré et saisi, il ne passera pas à l'acte. Ensuite, il y a le système de contrôle d'audit interne. Tout ça, c'est des dispositifs qui n'existent pas au niveau de l'État. Et tel que j'expose, c'est vraiment les 3 lignes de défense telles que l'IA l'a prévu. Pour un système de lutte contre la fraude, la corruption, tant que vous n'avez pas un système d'audit interne efficace qui va évaluer l'efficacité du contrôle interne, ça veut dire que vous avez beau avoir tout l'attelage, il y a quelque chose en amont qui manque. Là, vous parlez du dispositif déjà. Du dispositif. Ensuite, il y a le système d'information. Je crois que CGE a parlé du système cadastral. On ne doit pas, en principe, à mon sens, on ne doit pas attendre que l'IO déclare ses biens pour savoir quelle est la situation de mon patrimoine. Déjà que je le déclare ou pas, on m'a repéré. Comment on me repère? On me repère à travers le système d'information. Est-ce qu'on a un système d'information de gestion du personnel qui permet de rapatrier tous les assujettis vers l'ASE? Ça, c'est la question que je me pose. Mais une fois que vous l'avez rapatrié, il suffit d'interroger le nom d'Ion dans un autre système pour qu'on dise, comme l'a dit M. Sagado, qu'on dise qu'il y a telle parcelle, à telle entité, dans telle localité. Vous voyez déjà ce dispositif pour la sécurité, la déclaration que je vais faire. On a déjà une gamme d'informations me concernant. En attendant quoi? En attendant que j'envoie ma déclaration à la SE. Et déjà sur la base de cette confrontation visuelle, il y a les éléments de sincérité de la déclaration avant même qu'on ne se dépose sur le terrain pour vérifier. Et ensuite, en amont, à mon sens, la corruption est nourrie et entretenue par la circulation des espèces. Vous avez beau avoir un dispositif performant de par la réglementation, tant que le flux de numéraire va toujours circuler en ville, quelqu'un portera son argent, va aller voir M. Sagado, va lui remettre cet argent-là sous la table. Alors que lorsque on prend un dispositif pour minimiser la circulation des espèces, ça veut dire que tout est centralisé vers le système bancaire. C'est là où la CENTIF interviendra pour avoir des soupçons. Si on constate que les flux ne sont pas justifiés. Mais la déclaration électronique est effective maintenant. Oui, elle est effective, mais c'est une personne qui fait la déclaration. Je fais ma déclaration en ligne, tout comme j'aurais pu le faire sur papier. Mais là, on a dit c'est en ligne, ce n'est plus sur papier. C'est pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose alors. Voilà. Et en dernière position, en dernier lieu, il y a la question éthique et déontologique. Ouais.
Ça, c'est un élément indispensable en amont. Et je crois que la loi même ASE, l'anticorruption le prévoit. Il faut, et là je m'interroge, on dit qu'il faut que la loi sur le code de transparence le prévoit, la loi sur l'ASE le prévoit, et moi je m'interroge. Les textes disent que les élus doivent avoir un code d'éthique. Je me pose la question, que ça l'Assemblée a un code d'éthique. Est-ce que les élus locaux ont un code d'éthique? C'est d'abord l'exemplarité. La loi l'a prévu. Depuis 2013, le code de transparence l'a prévu. En 2015, la loi anticorruption l'a prévu. Donc 2 ans après, nous sommes en 2020. Donc 5 ans après la loi anticorruption, ces dispositions ne sont pas mises en œuvre. Donc je crois que c'est véritablement... et permettez que je termine. Oui, la question éthique. N'importe qui est recruté, nommé ou confirmé sans qu'on ne se rassure des valeurs éthiques. Ça aussi, c'est des éléments qui favorisent la corruption. Vous prenez un ancien délinquant qui est nommé responsable, la délinquance suit l'intéressé. Vous avez beau avoir les textes, CGE a beau envoyer ses contrôleurs d'État à ses trousses, on ira trouver qu'il a déjà commis de tort. Donc c'est vraiment en amont, c'est véritablement des dispositions qu'on n'aurait pas dû nommer X ou Y. Et en ce moment, c'est trop tard. Alors que les terrains ici, et puis ce qu'il ne faut pas oublier, lorsqu'on se situe dans la corruption, il y a une mépris de l'intérêt général au profit de l'intérêt personnel. Ouais. Et cette mépris, c'est quoi? La conséquence, c'est quoi? C'est une remise en cause du contrat social tel qu'il a été prévu. On m'a nommé pour défendre l'intérêt général. Oh. J'utilise mon pouvoir pour mon intérêt privé. Et je pose atteinte à quoi? À l'État. Et j'entraîne quoi? La crédibilité, la crédibilité de l'État vis-à-vis des citoyens que je représente. Alors, M. Birga, vous venez d'entendre les deux intervenants. Par rapport au dispositif, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur quand on fait le point des dispositifs de la lutte? Oui, je pense que ce que M. Nyon vient de souligner tout à l'heure, c'est un chantier qui est ouvert. Le chantier, par exemple, de la réforme des corps de contrôle pour aller vers l'audit interne est un chantier qui est ouvert. Les projets de décret et tout ça sont prêts parce que l'idée c'est qu'il fallait passer des inspections techniques telles qu'on les connaît maintenant, qui sont très peu motivants, vers l'audit où des personnes seront recrutées, formées et vont faire carrière dans l'audit pour avoir ainsi, au niveau des codes de déontologie et autres, tout cela avait commencé à être appliqué à partir de 2015. Je me rappelle que certains ministères se sont dotés de codes de déontologie, etc. Mais ça n'a pas été systématisé. C'est la question aussi des CAC tels que lancés au niveau du ministère de l'économie et des finances avec le concours, le comité anticorruption. Voilà, okay. Voilà, lancé avec l'appui du RENLAC qui actuellement on a demandé à ce que ce soit vulgarisé et que ce soit dans tous les ministères, mais ce n'est pas encore le fait. C'est-à-dire l'ensemble du dispositif doit permettre à ce qu'il y ait sur le terrain des éléments de relais de l'action de la SELC. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voile les yeux. La SELC ne pourra pas aller partout pour saisir les choses. Il faut qu'il y ait par anticipation des structures, des informations qui permettent à la SELC de travailler. Et donc, de ce point de vue, il y a un besoin de consolider le dispositif institutionnel et normatif. Par exemple, il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin d'une loi sur les biens infractionnels. Moi, je soutiens qu'on a besoin d'une loi sur les biens infractionnels. Parce que aujourd'hui, il faut juger avant de pouvoir saisir. Alors que dans le cas de la corruption, une fois que la personne sait qu'elle va aller en justice, elle va construire son insolvabilité en vendant les choses ou en passant les choses sous d'autres noms. Donc il faut pouvoir saisir le bien avant même qu'il ne puisse. Il faut que les procédures nouvelles d'investigation
qui ont été acceptés par la loi 04 et qui ont été aussi intégrés dans la loi organique 0422, on puisse les exercer. Alors que ces procédures nouvelles ne sont pas encore exercées. Ah non, ces procédures nouvelles supposent que... Ces procédures nouvelles, c'est les procédures d'infiltration, d'utilisation de l'investigation électronique, etc. Ce sont aujourd'hui des procédures qui sont nécessaires. Parce que quand vous prenez en sorte de voir que des gens ont fraudé dans une passation de marché, ce n'est pas sur des papiers que vous allez voir cela. C'est peut-être dans les téléphones ou dans leur ordinateur que vous devrez aller chercher cela. Donc ça suppose aussi des formations. Et surtout, les moyens financiers. Et ce que disait Nakanabo tout à l'heure est vrai. Et nous l'avons vécu quand, après l'insurrection, on a mis en place la cellule spéciale chargée de l'identification des biens mal acquis. Quand nous sommes allés voir les agences d'intelligence économique pour demander leur concours, pour pouvoir pister des biens que nous savions à l'extérieur, quand on nous a donné les tarifs par individu, quand nous sommes revenus et donner ça aux dirigeants, il y en a qui nous ont demandé c'est combien d'écoles. Parce que pour une seule personne, ne serait-ce que l'identification du bien, on vous demande entre 50 et 70 millions. Alors donc on retient que l'investigation coûte cher. Ça coûte cher. Ça a un coût. Voilà pourquoi il faut aller en amont pour mettre en place les mécanismes qui évitent la survenue de l'acte de corruption. D'accord. Alors, il ne nous laisse pas assez de temps, monsieur Nakanabo. Alors, il nous faut prendre des mesures en fonction de la réalité, mais ça va s'adapter. Par quel bout commencer? Bon, nous pensons que, pour reprendre certains propos de Nyon, le problème du Burkina aujourd'hui, c'est vraiment l'intégrité des citoyens. Il faut reconquérir les valeurs. Il faut qu'on ait des citoyens intègres. Parce que dès lors que le citoyen n'est pas intègre, il n'y a rien à faire. Il va faire la corruption. Donc nous pensons que, et nous y travaillons, nous pensons qu'il faut agir sur la jeunesse pour que les jeunes ne voient plus l'argent comme la seule valeur. Si les gens ne cessent pas de voir l'argent comme la seule valeur, je pense que tout le reste sera difficile. D'accord. Donc il y a l'éducation. D'accord. La prévention. Vaut mieux prévenir. En matière de corruption, lorsque c'est déjà fait, ce serait difficile de rattraper. Mais si on peut prévenir, et la loi anticorruption permet, mais il faut permettre à ces mécanismes-là d'être fonctionnels. D'accord, merci. Alors, M. Nia. Ok, moi, en tout cas, pour rejoindre M. Sagado, c'est vraiment la question de l'intégrité. Qu'on mette l'accent sur l'intégrité des acteurs, qu'on mette l'accent sur l'éducation de la jeunesse, parce qu'à un certain niveau, on ne peut plus éduquer sur les valeurs morales. Voilà, donc qu'on mette l'accent dans le bas âge sur l'éducation, on met l'accent sur l'exemplarité et que on mette l'accent sur le mérite. Ça aussi c'est un élément, parce que dans le phénomène de la corruption, il y a les trois dimensions. D'abord la pression sociale, ensuite il y a l'opportunité et il y a la question de la justification. Et là je me suis dit au niveau du dernier pas, c'est la justification. Lorsqu'il n'y a pas de sanction, on justifie le fait que les autres vont prendre le pas. Lorsqu'il n'y a pas de mérite, on a nommé une personne à un poste sans qu'il y ait la personne ait de référence intellectuelle et de compétences avérées. On amène les autres à passer par la courte échelle. Donc vraiment aussi, et enfin, qu'il y ait vraiment l'engagement ferme de l'autorité. Qu'on ne fasse pas comme ce responsable-là qui interdit à ses collègues de recevoir le cadeau en fin d'année et qui lui-même tardivement reçoit le cadeau, il descend les escaliers avec du tas de cadeaux dans la tête. C'est la question d'exemplarité. Que vraiment le top soit donné au niveau. D'accord. Alors, M. Ibria.
Non, je pense que la question fondamentale, et c'est celle que l'ASE porte aujourd'hui, c'est aller vers la prévention, vers l'éducation. Parce que quand vous prenez un acte de corruption où vous avez un résultat par la répression, vous avez eu 2 poissons, mais il y a peut-être plusieurs autres poissons qui ont échappé à vos filets. Donc, quand on regarde les pays où la corruption est faible, c'est parce que il y a au sein de la société une culture du refus de la corruption, une culture de l'intégrité et du respect du bien public. Je pense que c'est un travail que nous devons faire, surtout à l'endroit des jeunes générations, pour faire en sorte qu'ils grandissent avec cette culture du refus de la corruption. C'est comme ça que nous allons asseoir une société où le bien commun sera respecté et où on saura faire en sorte que la solidarité et la cohésion sociale soient une réalité. D'accord. Merci. En tout cas, voilà qui est bien dit. Et puis, c'est la fin de cette émission. Je rappelle qu'aujourd'hui, question de comprendre a porté sur le phénomène de la corruption au Burkina Faso, de l'état des lieux et des dispositifs de la lutte. Nous étions avec M. Sagado Nakanabo, il est le secrétaire exécutif du RENLAC, avec également le contrôleur général d'État, M. Luc Marius Ibriga, et avec monsieur Philippe Néry Coutonion, il est conseiller à la Cour des comptes. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci vous qui nous avez suivis. Au revoir et bien des choses chez vous.